Bonjour à tous, ça fait longtemps. Alors, comme je l'avais annoncé sur Twitch il y a quelques jours, car oui, j'ai repris des streams sauvages à droite à gauche, il y aura comme chaque année une vidéo bilan pour parler de cette année 2025, hein. Donc restez à l'affût dans les semaines qui suivent, mais pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo spécifiquement pour le sujet, je sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé cinéma sur cette chaîne, et oui, je perds mes cheveux entre deux, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Du coup, ce Avatar 3, qu'est-ce que ça vaut? Avatar 3. J'admets, pour commencer, Avatar 3, moi, j'y allais un petit peu à reculons. Parce que je m'étais rematé chez moi avant la sortie d'Avatar 3 les deux premiers. À la suite, justement, pour préparer la sortie du 3 et y aller en ayant tout frais, bien en tête. Et si le premier passe encore un petit peu, même si c'est vrai que le scénario est assez basique et grossier, mais ça va. Moi, je suis assez sensible à ce genre de thématique, à ce genre de traitement. Disons que subjectivement, j'apprécie, même si objectivement le scénario était pas dingue. C'est vrai qu'en tout cas, la voix de l'eau, qu'est-ce que je m'étais fait chier en le rematant sans la 3D. Autant je me rappelle qu'en salle, j'étais extatique devant le visuel. C'est-à-dire, je me rappelais pas ce que je pensais du scénario parce qu'en fait, je ne me rappelais pas du scénario. C'est-à-dire que la voix de l'eau, le souvenir que j'en avais, c'est que j'étais là en mode tout du long, en mode waouh, la 3D, waouh, mais quand je viendrai voir le 3, faut absolument que je le vois en 3D. Tant pis si je paye plus cher, je m'en branle, la 3D. Et c'est tout ce dont je me souvenais de la voix de l'eau, globalement, les visuels. Je me souvenais des plans avec le bateau, et les baleines et les machins et tout. Et scénario, je me souviens que c'était un gros foutoir qui avait 1 milliard de prises d'otages d'enfants, et c'est tout. Voilà, globalement, j'avais un peu oublié de quoi il était question précisément. J'ai redécouvert un peu le film en le matant, et franchement, sans la 3D et la voix de l'eau, qu'est-ce qu'on se fait chier, surtout quand on vient de remater le premier film, chose que j'avais pas fait pour aller voir la voix de l'eau, j'avais pas rematé le premier Avatar juste avant d'y aller, ça remontait à quelques années. Et ouah, entre les répétitions, le fait en fait que c'est juste le même film, c'est un reboot, c'est un putain de soft reboot du premier film, et franchement encore moins subtil. Voilà, on est encore moins dans la subtilité, faut le faire, que le premier film. Donc bref, en tout cas quand je vais voir ce 3, j'y vais à reculons, je me dis le scénario va être nul à chier. À mon avis on va rester dans la même... voilà, on va rester dans la même veine, on va encore changer de biome, et on va encore nous dire, oui, du coup on recommence tout à zéro, et on refait un soft reboot. Euh, et du coup, bon, bah, j'y vais pour les visuels. J'y vais voilà, dans la meilleure salle de cinéma que j'ai à disposition dans le coin, notamment au niveau du son. J'y vais voilà, en payant vraiment sur une séance 3D, parce qu'ils font des séances qui sont pas en 3D, je comprends pas l'intérêt, il y a vraiment des gens qui payent pour ça. Quel est l'intérêt d'aller voir un Avatar après la voix de l'eau, surtout quel est l'intérêt d'aller voir un Avatar sans la 3D? Même si t'es très pauvre, au pire si t'es suffisamment pauvre pour ne pas pouvoir te payer le supplément 3D, bah ne va juste pas au cinéma. Achète-toi des pâtes. Vraiment, il y a aucun autre intérêt à mater un... Enfin, non. Je me corrige, il y a surtout... c'est contre-productif d'aller voir un Avatar sans la 3D, mais est-ce qu'il n'y a aucun autre intérêt? Eh bien, verdict, ce Avatar 3, oui j'y viens, après 3-4 minutes de vidéo déjà. Ok, c'est bien. C'est plutôt très bien. On va revenir voilà, en 2 points, 3 points même principaux. Bon, déjà le visuel, ça claque, y a pas à dire. Je le trouve même plus beau que le 2. Je le trouve plus beau que le 2 parce que là, on joue avec beaucoup plus de couleurs différentes. Le 2, c'était beaucoup James Cameron qui nous parle de sa passion des fonds marins. Donc c'était quasiment que sous l'eau ou sur l'eau. Et oui, l'eau est très bien faite. Oui, d'accord, la texture, tout ça, la simulation est bien faite. Mais c'est un peu toujours le même décor. Là où c'est vrai qu'au moins dans le premier film, on avait un peu plus les plans dans la base des humains. On avait aussi la forêt de nuit qui ressemblait pas du tout à la forêt de jour parce qu'il y avait ce côté un peu bioluminescent, et on avait du coup un peu cette lumière tamisée, parfois verte, parfois violette, parfois bleue, et du coup on changeait quand même d'ambiance. C'est vrai que la voix de l'eau, ce qui est chiant, c'est que c'est
quasiment toujours la même couleur. Voilà, c'est ce bleu marin tout le temps. Voilà, si tu te tapes 3 heures globalement d'un même décor, et voilà, c'est joliment bien filmé parce que c'est quand même James Cameron, hein, on est quand même sur un bon réalisateur, mais je me faisais un peu chier visuellement. Une fois que tu retires la 3D, finalement, c'est juste bien filmé, mais c'est pas ouf. Le 3 quand même, ça y va. Ça y va. Entre les marchands là, de l'air qui volent là, sur leur dirigeable et tout, là, le peuple de l'air, entre le peuple du feu, avec leur village tout cramé, tout sombre dans la fumée et tout. On retourne dans la forêt aussi. On a beaucoup de passages dans l'océan, donc on a la forêt, 2 jours et 2 nuits. On a l'océan, on a voilà quoi, les cendres et l'air, je l'ai dit, mais on a aussi enfin la ville humaine avec vraiment des civils, et parfois par civils j'entends pas genre les scientifiques qu'on voit depuis le premier film, mais vraiment des gens qui vivent dans une ville humaine sur Pandora. Donc je sais pas moi, des comptables, t'as des ouvriers aussi en bâtiment et tout. Enfin voilà, t'as cette ville humaine qui offre voilà un biome un peu original, tout ça. Et non, il y a une richesse, voilà, tu passes d'un décor à l'autre, tout ça, tu vois plein de trucs, t'en prends plein les mirettes. Je pense que lui, même quand je le reverrai sans la 3D, je vais pas me faire chier comme devant La Voix de l'eau, où globalement la moitié du film, hein, vers 1h30, j'ai regardé ma montre, j'ai pas de montre, mais j'ai regardé mon portable en disant putain, attends, j'ai vu que ça, j'ai encore tout ça à tenir. Là, globalement, visuellement, bon, ok. Ok, excusez-moi monsieur, excusez-moi d'avoir douté. James Cameron qui revient en disant mais j'en ai encore sous le pied, hein, je sais encore faire des films. Et scénaristiquement, beaucoup de gens se plaignent de certaines répétitions, genre comme dans le 2, on va se retaper 1 milliard de prises d'otages, mais j'ai envie de dire, on va parler du gros du film et on va garder la fin pour plus tard. Là, ça va être mon deuxième point. Le scénario sur, on va dire, allez, 80-90% du film, du début jusqu'à quasiment la fin. Franchement, c'est le meilleur des 3. Et de loin. Et je suis pas le seul à le penser, hein. Moi j'ai plusieurs amis qui ont été le voir, qui m'ont fait le même retour, et j'ai vu plusieurs critiques sur YouTube, quand je suis rentré du cinéma, j'ai regardé des critiques sur YouTube, j'ai vu plusieurs critiques qui pensaient la même chose. Je vous le confirme, scénaristiquement, si vous trouviez que le 2 était chiant parce que ça se répétait, si vous trouviez que le 1, bah, c'était un peu plan-plan, un peu bateau, le 3e peut-être vous convaincra, parce que il est beaucoup plus adulte. Il traite beaucoup plus de sujets graves, durs, vraiment des dérives de la guerre, parfois de massacres, de génocides. Ça traite aussi de la sexualité. Ça m'a agréablement surpris parce que dans le 2, globalement, il y a des enfants, mais autant que je sache, ça peut être Eywa qui les a pondus, ça fait aucune différence. Il y a même littéralement Kiri qui est l'Immaculée Conception, hein, pour ceux qui ont la rêve, pour ceux qui ont vu le 2, voilà, Kiri qui est l'Immaculée Conception, voilà, on en est là. Et dans le 1, on m'a fait remarquer quand j'ai dit en stream que oui, enfin dans le 3, on parle sexualité entre les personnages, que ce soit voilà, entre les humains ou entre les navis, ou enfin même entre les deux. On m'a dit oui, mais dans le premier, il y a une scène de sexe. C'est vrai, quand Jake et Neytiri, je ne sais plus précisément son nom, mais quand oui, ça coupe sous l'arbre des esprits. Sauf que j'admets, c'est vrai que cette scène m'était sortie un peu de la tête. C'était très, alors attendez que je m'explique avant de surréagir, mais très catholique dans la façon de le faire, dans le sens où c'était montré comme étant très amoureux, et pas forcément passionnel, pas forcément charnel. C'était pas genre des gens qui avaient vraiment envie de baiser, mais genre des gens amoureux c'était une rencontre romantique déjà. Bon, fondamentalement, j'ai rien contre l'idée, hein, c'est pas le problème, mais également c'était dans une sorte d'union. C'est-à-dire que
ce que l'on comprend après quand il retourne dans le clan et que ça fait un scandale, c'est que Jake, à ce moment-là, il a fait de Neytiri sa femme, et du coup ça compte comme un mariage, parce qu'ils l'ont fait en plus sous les yeux d'Eywa, sous l'arbre des esprits, tout ça. Donc c'est dans le cadre du mariage, et vraiment purement romantique, amoureux, en douceur et tout. Et si j'ai rien contre ça, et que je trouve ça absolument mignon, c'est vrai que j'appelle pas ça traiter de la sexualité des personnages. Enfin, sauf si eux sont très cathos, très gentils, pourquoi pas. Mais tous les autres, globalement, autant que je sache, sont asexuels. Voilà. Et là, subitement, dans ce film, ça baise, hein. Ça baise sec, mais c'est pas de trop. C'est pas de trop, c'est pas vulgaire, c'est pas mal amené, c'est juste qu'on évoque que les personnages ont une sexualité. Certains par amour, certains par pulsion, parce qu'ils ont besoin voilà, de décharger toute cette énergie, et ça tombe bien, ils ont trouvé une personne qui leur convient à ce niveau-là, d'autres parce qu'ils explorent leur adolescence, et oui, il y a des ados qui se font un bisou, et il y a un petit sous-entendu, tout ça, c'est... Enfin voilà, le fait de traiter plus largement de la sexualité, et d'interroger aussi les hommes et les navis, à la fois sur cette part d'animalité, mais aussi cette part de fusion qu'on peut apporter entre deux êtres, ben c'est pas mal amené, hein, c'est très intelligent de la part du film, parce que bon, pour une saga qui traite autant de la nature, le racisme, oui la guerre c'est pas gentil, et la folie humaine qui vient détruire le monde alors que les navis sont paix et amour et tout, c'est vrai que aborder les différentes conceptions de l'amour, de la sexualité, du rapport à l'autre, de comment on bâtit une relation avec une personne, traiter de, enfin voilà, de traiter de tous ces sujets en amenant notamment le sujet de la sexualité, mais pas que, hein, il y a d'autres sujets aussi, mais en fait c'est un vecteur super important dans la société, hein, suffit de voir dans la nôtre, enfin voilà quoi, c'est un vecteur extrêmement important, et c'est vrai que c'est un truc qui est beaucoup moins ritualisé et beaucoup plus décomplexé chez les animaux, où c'est purement une pulsion, et il n'y a pas derrière le sentiment romantique ou la recherche sociale de quelque chose, et c'est vrai que du coup, aborder voilà, cette question, comment ça se passe dans la société Navi, comment ça se passe dans la société humaine, comment ça se passe quand c'est un humain et une Navi qui, voilà, ben c'est intéressant, ça donne un spectre, une vision beaucoup plus large et subtile. Également, ce film est le premier de la saga à ne pas être totalement manichéen. Et oui, parce que jusqu'ici on avait les Navis, c'est les gentils. Ils sont, voilà, ils sont gentils parce qu'ils sont gentils, voilà. Et il y avait les humains qui étaient méchants parce qu'ils sont très 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 méchants. Et là, ben pour... Enfin, et bon, même si dès le premier film on a quelques humains, quelques, vraiment deux, trois, qui aidaient les navis, globalement, les deux grands camps c'est ça, voilà, c'était les gentils contre les méchants. Pour une fois, on a un opus où il y a plein de petites factions qui se créent, et ça c'est bien. Parce qu'au sein des navis, bon, ben globalement, maintenant, il y a en gros les méchants qui collaborent avec les humains, au début. Donc en fait, maintenant on nous met des méchants navis qui sont pas spécialement pour la nature et qui sont plutôt pour la technologie humaine. Sauf qu'en fait, finalement, ils vont créer une faction à part avec un groupe d'humains qui vont se dissocier un petit peu du groupe des humains. Donc en fait, tu vas avoir une coalition de navis et d'humains qui vont combattre une autre coalition de navis et d'humains, et en même temps qui vont se dissocier des humains tout court, qui eux vont continuer à lutter contre les navis, mais un peu moins, parce qu'en fait, ils voient plus trop l'intérêt d'aller aussi loin se battre contre ce mec qui se bat plus vraiment. Et au sein des navis gentils, enfin, gentils du coup, entre guillemets, t'as du coup les navis qui continuent à vouloir combattre les humains, les navis qui continuent à vouloir combattre, mais seulement pour se défendre, seulement si les humains, n'attaquent pas globalement, bah on laisse les humains là où ils sont, ils ont pris ce coin de Pandora, c'est à eux, on n'y touche pas. Et t'as encore les autres navis, ceux de l'air notamment, qui dit on ne touche à rien, nous on est neutre, c'est-à-dire on est ni contre les méchants navis ni pour les bons navis, on est ni contre les humains ni contre les humains qui sont pour les navis, tout ça. Nous on est neutre, on ne s'implique avec personne, on ne fait la guerre à personne, et nous faites pas chier.
Et quant à l'argument de bah oui, mais si les humains ils arrivent et ils niquent Iowa, eux ils sont là en mode nous faites pas chier, on fait la guerre à personne. Donc il y a plein de petites factions, il y a une géopolitique qui commence à se dessiner doucement, c'est pas très compliqué à suivre. Je pense que n'importe quel enfant qui était dans la salle a réussi à suivre. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais le film prend 3h30 quand même pour développer ses factions progressivement, c'est-à-dire qu'au début on commence comme tous les autres films commencent, c'est-à-dire voilà les gentils navires et les méchants humains, et on te met pas dans la gueule tout de suite toutes les factions, on te les apporte doucement, de façon cohérente, dialogue après dialogue, et du coup tu arrives au final avec un film qui est beaucoup moins manichéen, qui est beaucoup plus politique, beaucoup plus intense, qui traite beaucoup mieux de ses sujets, avec des sujets à la fois plus profonds, mais aussi traités de façon plus subtile. Et donc non, niveau scénario, il n'y a pas à dire. Même là, le film s'en sort. Le film s'en sort de fou. Et enfin vient mon dernier point, celui qui, je crois, a valu pour beaucoup la critique de ce film, le dernier acte. Cette bataille finale, c'est non. C'est non. Malheureusement, voilà, si je devais charger un peu le film, cette bataille finale, la dernière demi-heure environ, j'imagine, déjà n'est pas justifiée du tout. Je ne comprends pas pourquoi cette bataille arrive, c'est-à-dire que pour le coup, pour la première fois depuis 2 films, ils n'ont aucune raison de faire ça. Ils n'ont aucune raison de se battre. Des deux côtés, hein. Enfin, plus du côté humain, parce que c'est eux qui viennent provoquer la bagarre en venant directement attaquer une cérémonie Na'vi, mais je ne comprends pas l'intérêt. Parce que dans le premier film, ok, l'argument économique était clairement mis en avant, ces connards se trouvent sur nos gisements qu'on essaie d'exploiter, on a essayé de les virer mais ils veulent pas, donc on va les virer plus fort. Et du coup les Na'vi se défendent, baston. Ok. Second film, on nous a confié une mission parce qu'en fait Jake est un leader, voilà, c'est un visage de la rébellion, et du coup le colonel qui est ultra radical, il fait tout pour attaquer Jake jusqu'à ce que Jake riposte et du coup bataille, parce que là le colonel dans sa politique extrémiste s'en va attaquer des peuples qui pourtant de base sont en paix avec les humains. Les humains ne s'approchent pas d'eux, ne les attaquent pas, même parfois on sous-entend qu'il y a du commerce entre les deux, et même la générale, elle est là en mode « oui mais non, c'est bon, on va pas attaquer ces peuples, si vous arrivez pas à trouver Jake, on avorte la mission et tant pis quoi, c'est bon ». Et du coup c'est juste le colonel qui tout seul prend la décision d'attaquer les locaux et d'emmerder le commerce local finalement. Et dans ce troisième film, alors que le colonel n'est plus au contrôle et que voilà, c'est la générale, je sais plus quoi, qui commande et tout, et que elle a jamais voulu attaquer ce peuple-là et que il n'y a pas de raison de penser que Jake va rester là-bas, subitement, elle décide, parce que ils l'ont fait pendant le second film, mais c'était pas elle était pas là et elle en a jamais donné l'ordre, mais parce que du coup, ils avaient décidé dans le précédent film d'attaquer ce peuple-là, elle dit du coup on y retourne, on réattaque une seconde fois. Et juste ils vont attaquer des gens pour rien. Et ils attaquent, et du coup ils se défendent, et du coup ça nous refait l'exacte même bataille qu'à la fin du film 1 pour la partie aérienne, et ça nous fait exactement la même bataille que le film 2 pour la partie marine. Et vraiment parfois, quand je vous dis la même bataille, c'est parfois plan par plan, à tel point que j'ai hâte que Avatar 3 sorte en streaming pour que je puisse faire une comparaison avec les autres batailles, parce que c'en est un stade où je me demande s'il n'y a pas eu du recyclage de plans. Littéralement, on a repris des morceaux, des images du film 1 et du film 2 pour les coller dans le film 3. Je vous jure, c'est tellement un copier-coller plan par plan que je me demande, premier degré, je me demande sincèrement s'ils n'ont pas recyclé des plans qu'ils avaient déjà utilisés.
c'en est là quoi, c'en est là. Donc oui non, la fin de ce troisième film est déceptive au possible, elle est chiante et pour moi c'est clairement un gros misplay de la part du réalisateur. James Cameron s'est chié dessus, faut le dire. Je pense qu'en fait dans son cahier des charges il y a vraiment faire une bataille finale, sinon les gens vont être frustrés, vont rester sur leur faim et il est arrivé à un stade du film où en fait juste on attend la suite quoi, faut juste attendre Avatar 4 parce qu'il n'y a aucune conclusion à mener hein, à la fin de ce Avatar 3 d'ailleurs. Mais on en arrive juste dans une situation où faut finir le film d'une façon, et je pense que la solution de facilité de James Cameron, c'est se dire, bon, comment on a fini les deux premiers films? Une grosse bataille où tout le monde se fout sur la gueule. Eh ben on va faire pareil ici, sauf que ici, avec toutes les évolutions politiques qu'il y a eu pendant le film, il n'y a aucune raison que cette bataille arrive. Parce que la générale, elle est plutôt pour apaiser les tensions, et elle est juste là pour régner sur sa ville et bâtir des immeubles et importer des civils. Pendant tout le long du film, faire la guerre aux navis, ça ne l'intéresse pas. Et subitement, à la fin du film, elle se dit « Je vais envoyer toute mon armée attaquer ce peuple innocent qui ne nous a jamais emmerdés, qui ne sert à rien et qui ne possède aucune ressource de valeur pour moi. » Ok, c'est... Elle s'est levée du pied gauche, elle était de mauvaise humeur ce jour-là, peut-être. Je ne sais pas. Il y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, cette fin est nulle à chier. Mais, sur un film de 3h30, il y a une demi-heure qui est pas bien. Moi, ce que j'en dis, c'est aller voir Avatar 3. Ça fait du bien, c'est du bon cinéma à l'ancienne. C'est du cinéma comme nous on a envie de le défendre quand on est un minimum cinéphile, que ce soit sur l'écriture ou la réalisation. Bon, l'écriture ça pourrait être mieux, mais Avatar 3 ça vous fera du bien. Franchement, ça fait du bien. On sort de là en ayant bien mangé, ça fait du bien. Allez voir Avatar 3. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Promis, vous serez tenu au courant dans la vidéo bilan de l'année de la suite des événements. Oui, on va reparler cinéma. J'ai jamais abandonné le cinéma. J'ai juste eu besoin de faire une pause pour gérer d'autres choses. Je peux pas tout vous dire pour des raisons légales. Je veux pas tout vous dire non plus maintenant parce qu'il va y avoir une vidéo dédiée en fait. Mais pour faire court, voilà, j'en avais parlé sur Twitch il y a quelques jours. J'ai été pris dans des démarches légales d'une part parce que j'ai dû déposer une plainte contre quelqu'un, je peux pas dire qui. J'ai eu voilà, des petits soucis économiques et légaux, donc je suis en plein dans des démarches. Également, je suis en pleine démarche de déménagement, donc ce studio pourri que vous voyez depuis un an et dont j'en ai plus que marre, il va dégager pour, on espère, mieux. On espère. Et voilà quoi, c'est compliqué de tourner ces temps-ci, c'est compliqué de monter ces temps-ci, surtout que j'ai aussi des problèmes de santé, mais on se retrouve très bientôt, promis, je vous parle de tout ça, et on va reparler de cinéma, ne vous inquiétez pas, je vous dis à très bientôt, et gardez-vous du mal.